Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, Cyril Ramaphosa serein à l'ouverture du congrès de l'ANC. Le président sud-africain sait qu'il est le grand favori pour prendre la tête du parti au pouvoir et se maintenir à son poste aux prochaines élections en 2024. Malgré le scandale politico-judiciaire, une procédure de destitution. Nous irons sur place dès le début de ce journal. Lui aussi sera candidat à la prochaine élection présidentielle en décembre 2023 en République démocratique du Congo. Et il en a fait l'annonce sur France 24. Moïse Katumbi, ancien gouverneur du Katanga, sort de sa réserve. Vous l'entendrez. Et ce soir, nous recevons, une fois n'est pas coutume, une fée culturelle qui disperse sa magie sur le continent africain depuis plusieurs années. La Sénégalaise Aïcha Dème est notre invitée. Elle publie un très beau livre dédié à la créativité artistique de la capitale sénégalaise, Dakar, nid d'artistes. On ouvre ce journal avec le sourire crispé du président Cyril Ramaphosa au congrès de l'ANC. Le président sud-africain sait qu'il est grand favori au poste de prochain leader du parti au pouvoir et ainsi futur chef de l'État. Ceci malgré le scandale de corruption qui l'entoure. Les explications de notre correspondante en Afrique du Sud, Caroline Dumais. C'était une conférence pas tout à fait comme les autres, car pour la première fois, les divisions entre factions se sont affichées officiellement. Partisans de l'actuel président Cyril Ramaphosa contre partisans de l'ancien président Jacob Zuma. À l'extérieur de la conférence, les rebelles, comme on les appelle, ont annoncé la couleur. Ça passe ou ça casse. Jacob Zuma est délégué de branche. Il ne va pas juste s'asseoir et regarder. Il va débattre. Et à l'intérieur de l'hémicycle, les partisans de l'ancien président Jacob Zuma n'ont pas cessé de chahuter le président Cyril Ramaphosa qui délivrait son discours, son bilan politique des 5 ans de gouvernance. Et il continue de condamner la corruption qui gangrène les services publics. Nous existons depuis 110 ans. C'est vraiment pas le moment d'afficher une attitude aussi indisciplinée. Si l'on en croit les nominations faites au niveau des provinces, le président Cyril Ramaphosa est largement favori avec plus de 2000 voix contre son rival Zweli Mkhize, 900 voix. Mais on n'est pas à l'abri des surprises. Les Sud-Africains sauront dimanche qui sera le prochain président de l'ANC. D'une élection à une autre, Moïse Katumbi est candidat pour la prochaine présidentielle en RDC le 20 décembre 2023. L'ancien gouverneur du Katanga en a fait l'annonce sur notre antenne au micro de Marc Perelman et de Christophe Boisbouvier pour RFI. On l'écoute. Comme la situation continue à être chaotique, je dois sauver un peuple en danger. Et je serai candidat en 2023, mais je dois avaliser ma candidature au congrès de notre parti le 19 à Lubumbashi. Donc, je serai candidat parce que j'ai une vision pour mon pays et j'ai un bilan quand j'étais gouverneur et j'ai de l'expertise aussi. On reste en RDC où des jeunes s'organisent en groupe de vigilance, sorte de milice, pour défendre la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Tous disent avoir répondu à l'appel du président congolais Félix Tshisekedi pour défendre la patrie. Dans le territoire du Rutshuru, les affrontements entre les rebelles du M23 et les forces armées congolaises se poursuivent en dépit du cessez-le-feu. Les autorités appellent les jeunes à s'enrôler dans l'armée nationale. Reportage à Goma, Aurélie Bazaraki Baungula et Justin Kabumba. Ces collines de l'Est de la République démocratique du Congo sont aujourd'hui sous haute surveillance. Papy est le commandant d'un groupe de vigilance. Sous ses ordres, une vingtaine de volontaires qui se sont jurés de stopper l'avancée du M23
un groupe rebelle qui contrôle une large partie du territoire de Rutshuru. On s'est installé ici, dans le territoire de Nyiragongo, tout proche de Goma. Nous savons que l'ennemi est juste derrière cette colline. Des jeunes sont aussi déployés dans d'autres zones pour bloquer l'ennemi. Nous faisons ça par colère. Nous avons des membres qui sont morts à Bunagana et ailleurs dans des offensives des ennemis. Ils sont morts par patriotisme. Nous travaillons sans aucune assistance, mais nous avons le devoir de défendre notre pays et c'est pour ça qu'on reste dans le camp. Nous ne sommes pas autorisés à filmer leur campement ni leur armement. Ils affirment que leur position doit rester secrète. Ce jour-là, tous se préparent à partir en patrouille. Je taille une lance. Ce sont des armes qu'utilisaient nos ancêtres. Elles sont très efficaces. Les lances nous servent à tendre des embuscades à l'ennemi dans la brousse et à lui ravir ses armes. Dans le Nord Kivu, impossible de connaître le nombre de jeunes qui se sont engagés dans des groupes de vigilance depuis la reprise des combats. Ils disent avoir répondu à l'appel du président Félix Tshisekedi à soutenir et appuyer les forces armées congolaises. Mais à Goma, l'armée assure ne pas collaborer avec ces milices. Il est inconcevable qu'on remette une arme à un civil. Vous voulez répondre à l'appel du commandant suprême et servir sous les drapeaux? La procédure, elle est claire. Vous allez en formation. Vous allez avoir tous les prérequis pour servir sous les drapeaux. Selon l'armée, au moins 2000 candidats ont répondu à l'appel à s'enrôler dans les forces armées congolaises dans le Nord Kivu. Plus de 10 000 recrues sont actuellement en formation sur l'ensemble du territoire. Allez, on passe au reste de l'actualité en Afrique, en bref et en images. Au Mali, 2 membres de la MINUSMA, la mission de maintien de la paix de l'ONU, viennent d'être abattus par un assaillant. Il s'agit de deux officiers de police. Ils étaient en train d'effectuer une patrouille près de la ville de Tombouctou. Voilà, 4 autres. Pour l'instant, aucune information sur l'assaillant. L'ambassadeur du Ghana au Burkina Faso a été convoqué suite aux propos du président Nana Akufo-Addo, selon lesquels Ouagadougou avait conclu un arrangement avec le groupe paramilitaire russe Wagner, ce que le pays nie tout en disant vouloir réexaminer ses relations avec la Russie. La Russie encore, mais en Centrafrique, Moscou a affirmé que l'un de ses représentants avait été blessé par l'explosion d'un colis piégé, une attaque que le chef du groupe paramilitaire russe Wagner a imputée à la France, accusation démentie par Paris. On termine par le Sénégal où les 2 députés de l'opposition qui ont frappé une collègue de la majorité à l'Assemblée nationale ont été écroués jeudi à Dakar et seront jugés lundi pour coups et blessures volontaires. Notre invitée de ce soir est surnommée la Fée culturelle, un titre affectueux décerné par les artistes africains et particulièrement ceux installés à Dakar, ville où elle exerce sa magie depuis plusieurs années. Il était donc logique qu'elle lui consacrât un livre, Dakar, nid d'artistes, de la mode à la musique en passant par les arts, la littérature, la photographie ou le cinéma. Ce livre a rassemblé les plus grands noms du secteur culturel sénégalais. Aïcha Dème, merci d'être dans ce journal de l'Afrique. Merci d'être avec nous. Merci de me recevoir, Fatima. Alors, Aïcha, dites-nous déjà pourquoi Dakar est devenu ces dernières années cette plaque culturelle exceptionnelle. La créativité. Il y a une énorme créativité à Dakar et elle est partout, même dans la rue. Mais il y a aussi un dynamisme absolument remarquable des jeunes surtout, qui aujourd'hui, ils ont confiance, ils sont très créatifs, mais ils ont confiance et ils sont surtout très connectés, Fatima. Ils sont très connectés avec Internet, c'est des enfants d'Internet, donc il n'y a plus de limites. On les voit, le monde les voit. Et n'oublions pas aussi que Dakar et le Sénégal est un pays qui a su imposer des événements phares dans le monde comme la Biennale. Oui, bien sûr. Alors, ce très bel ouvrage, c'est un très bel objet et très bien écrit. Et ce n'est pas un recueil, je sais que vous ne vouliez pas en faire un recueil de notices biographiques sous le style de Wikipédia, mais une vraie collection de regards intimes des artistes sur la ville et sur leurs œuvres. C'est une promenade avec les artistes.
on se promène avec eux. Donc, je ne voulais pas faire de Wikipédia des notes comme ça sur eux. Ils nous donnent beaucoup de choses, ils sont très généreux. Il est important pour moi de montrer leur travail, de montrer leur personnalité un peu, de montrer la puissance et la force de leur art et de le faire aussi avec poésie, puisque c'est des faiseurs de beauté. Absolument, beaucoup de poésie tout au long de ce livre. Alors, il va falloir vous mouiller, Aïcha, à présent, du fait de son cosmopolitisme. La ville de Dakar regorge de talents venus partout dans le monde. Mais vous qui êtes sénégalaise, est-ce que vous avez appris des choses d'ailleurs sur cette ville grâce à ces artistes? Oui, on apprend toujours. J'ai surtout eu beaucoup d'anecdotes. C'est ça qui est drôle. Des anecdotes qui m'ont appris, par exemple, sur des personnages que je ne connaissais pas, qui sont des personnages incontournables. Et la façon dont ils vivent, j'ai aussi beaucoup appris sur les artistes. C'est des choses que je savais déjà, mais en les écoutant, en échangeant beaucoup avec eux, ça a confirmé ce que je savais de Dakar. Mais j'ai beaucoup appris avec eux. Je ne pourrais pas le citer, on n'aura pas le temps. Mais oui, mais il nous faut une anecdote au moins, Aïcha. Là, vous nous avez mis l'eau à la bouche. Il nous faut au moins une anecdote. Il faut attendre de lire le livre, Fatima. Mais je vous dis, j'ai eu des anecdotes assez incroyables avec Waziz Diop, le chanteur. Absolument, que nous avons reçu ici d'ailleurs. Oui, qui est magnifique. Qui a parlé de personnages de Dakar, du vieux Dakar, c'est pas ma génération. Donc des personnages qui étaient là, qui étaient connus de tous, mais qui étaient juste dans le Dakar comme ça, créatif, culturel. C'est absolument fabuleux. C'est vraiment magnifique. Et alors, vous racontez souvent, d'ailleurs, il y a un Dakar, évidemment, ce qu'on appellerait old school, mais voilà, plus ancien, avec cette nouvelle génération. Comment, justement, ça s'articule, ça? Parce qu'on le voit dans votre livre, finalement, vous arrivez à faire une sorte d'harmonie, parce que, finalement, ces artistes-là cohabitent et même, finalement, se retrouvent et se rejoignent pour faire des œuvres communes. Mais c'est ça qui est beau, en fait, dans le Dakar culturel. Il y a plusieurs générations, c'est très éclectique, mais c'est ça, c'est le dynamisme dont je parlais. Et vraiment, ils font avec peu. Il n'y a pas les moyens, mais ce qui est beau, c'est qu'il y a beaucoup de collaboration, surtout, encore une fois, auprès des jeunes. Par exemple, une Célie Rabican avec Daradi Family, ce genre de choses. Ils sont souvent en collectif et la créativité augmente encore plus quand ils sont ensemble. Et ils montrent de beaux projets et c'est ça qui est beau. Et c'était important de le montrer, de montrer cette palette-là des générations précédentes à maintenant et de montrer aussi cette richesse, cette diversité ensemble. C'était important pour nous. Absolument. Merci beaucoup Aïcha Dème pour ce magnifique livre Dakar, nid d'artiste. Le livre sortira le 22 décembre et c'est évidemment un formidable cadeau que je recommande vivement à tous. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. C'est ainsi qu'on referme ce journal de l'Afrique. Alors de Dakar à Johannesburg en passant par Niamey, restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Moi, j'avais vu un film, en fait. On voyait des femmes très formées, etc., avec un corps parfait. Moi, en fait,